Mon mari m'a renvoyée à mon statut de belle-mère la nuit où tout s'est brisé entre nous. Pendant 6 ans, c'est moi qui avais géré le rituel du coucher, signé les autorisations de sortie scolaire et essuyé les larmes. Mais quand son ex a décidé qu'elle voulait revenir dans le tableau, soudainement, la biologie comptait plus que le fait d'avoir été présente chaque jour. Alors, j'ai accepté cette offre d'emploi à Amsterdam et je suis partie. 3 mois plus tard, mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. L'homme qui m'avait dit que je n'étais pas la vraie mère de son fils pleurait à l'autre bout du fil. Ce qui s'est passé ensuite nous a tous forcés à répondre à une question que personne ne veut affronter. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un parent? L'ADN ou la personne qui reste quand rester devient difficile? Je suis dans la vie de Léo depuis plus longtemps qu'il ne peut se souvenir de sa mère biologique. Ce n'est pas de la vantardise, c'est juste des maths. Léo avait 3 ans quand Julien et moi sommes devenus sérieux, à peine 4 ans quand j'ai emménagé. Aujourd'hui, il en a 9, et quand il parle d'apprendre à faire du vélo ou de son premier jour en maternelle, c'est moi qui suis présente dans ses souvenirs. Pas parce que je me suis imposée, mais parce que j'étais là. Je me souviens de la première fois qu'il s'est écorché le genou dans notre allée. Il a couru directement vers moi, les larmes aux yeux, du sang coulant sur son tibia. J'ai nettoyé la plaie, mis le pansement avec les dinosaures qu'il adorait, et je l'ai embrassé 2 fois pour faire passer la douleur. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a dit « Merci, maman ». Julien a entendu ça depuis la fenêtre de la cuisine. J'ai vu son visage, un mélange de soulagement et de culpabilité. Il n'a jamais corrigé Léo, moi non plus. C'est comme ça que tout a commencé. Les histoires sur du soir où je faisais toutes les voix des personnages, les projets pour d'école étalés sur la table de la salle à manger à 22 heures. Les réunions parents-profs où je prenais des notes pendant que Julien hochait la tête. Le jour où Léo a eu une gastro et voulait seulement que je lui tienne les cheveux, que je m'assoie avec lui et que je lui dise que ça irait. Je n'essayais de remplacer personne. J'aimais juste un enfant qui avait besoin d'amour. Julien était un homme bon. Enfin, il l'était. C'est ce qui a rendu tout ça plus difficile. C'est le genre de père qui ne manque jamais un match de foot, qui vérifie les devoirs sans qu'on le lui demande, qui lit encore des histoires à Léo, même si Léo sait lire des romans tout seul maintenant. Mais Julien déteste le conflit. Je veux dire, vraiment. Il ferait n'importe quoi pour éviter une conversation difficile. Il présentait chaque décision difficile comme temporaire, chaque compromis comme étant juste pour l'instant. « C'est pour le bien de Léo », disait-il. J'ai entendu cette phrase si souvent qu'elle est devenue un bruit de fond, comme le ronronnement du frigo ou le tic-tac de l'horloge. Avec du recul, je réalise que Léo est devenu l'excuse de Julien pour ne jamais rien affronter de face. Élodie est revenue dans le décor lentement. C'est le propre de ces situations. Elles n'explosent pas, elles s'infiltrent. Techniquement, elle avait toujours été là. Un coup de fil toutes les quelques semaines, des cartes d'anniversaire qui arrivaient en retard, une visite supervisée occasionnelle où Julien conduisait Léo pendant que je restais à la maison. Elle avait ses raisons, j'imagine. Une dépression postpartum qui avait spirale vers quelque chose de plus sombre. Une relation toxique après que Julien a déménagé à l'autre bout de la France pour le travail. Je ne la jugeais pas d'être partie. Les gens se brisent de différentes manières. Mais ensuite, les appels sont devenus plus fréquents. Élodie a commencé à demander du temps supplémentaire, à se présenter à la sortie de l'école avec des viennoiseries pour Léo et des sourires qui duraient un peu trop longtemps. Julien disait qu'elle remettait sa vie en ordre, que c'était bon pour Léo d'avoir ses 2 parents impliqués. J'étais d'accord. Vraiment. Je ne suis pas un monstre. Je voulais que Léo ait une relation avec sa mère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle impliqué s'est transformé en haut commande. La flexibilité a commencé petit. Pouvait-elle prendre Léo un mardi au lieu du samedi? Pouvaient-ils dîner ensemble avant de le ramener? Julien disait toujours oui avant de me consulter, puis me présentait la chose comme si c'était déjà décidé. Élodie en a besoin en ce moment. Elle est fragile, disait-il. Fragile. Ce mot a été beaucoup utilisé. Une nuit, environ 4 mois après que les appels ont commencé à s'intensifier, j'ai entendu Julien au téléphone dans notre chambre. J'étais montée chercher mon livre et j'ai surpris la fin de la conversation. Sa voix était basse, apaisante, de la façon dont on parle à quelqu'un qui pleure. « Je sais, disait-il. Je sais que c'est dur, mais tu t'en sors très bien. Il le voit,
Je vais gérer. Je suis restée dans le couloir, la main sur le cadre de la porte. Gérer quoi? Quand il est descendu 10 minutes plus tard, il ne m'a pas regardé, il a juste embrassé le sommet de mon crâne et a dit qu'il allait voir Léo. J'ai laissé couler. C'est ce que je faisais à l'époque. Je laissais couler. L'événement scolaire a eu lieu un jeudi. C'était une de ces soirées d'automne. Portes ouvertes, foire aux livres, exposition d'art des élèves. Léo avait été excité toute la semaine parce que sa sculpture de dragon en argile allait être exposée. Il avait travaillé dessus pendant 3 semaines, peignant chaque écaille d'une nuance de vert différente. Julien et moi sommes arrivés tôt. Léo a couru devant pour trouver son prof d'art plastique et nous l'avons suivi, souriant aux autres parents, faisant la conversation. Normal. Puis j'ai entendu sa voix. « Léo, mon bébé ?» Je me suis retournée. Élodie traversait le gymnase d'un pas rapide, en talons et dans une robe qui semblait neuve. Elle a pris Léo dans une étreinte qui l'a soulevé du sol et il a ri, surpris mais heureux. Les enfants sont comme ça. Ils pardonnent facilement. « Tu as tellement manqué à maman. » a-t-elle dit assez fort pour que les têtes se tournent. « Montre-moi tout, mon cœur. Je veux tout voir. » La pièce est devenue plus calme, pas silencieuse, mais ce genre de calme pointu, où les gens font semblant de ne pas écouter tout en écoutant absolument tout. J'ai souri. J'avais l'impression que mon visage allait se fissurer, mais j'ai souri. Julien s'est avancé, mal à l'aise. « Salut, Élodie. On ne savait pas que tu venais. » Elle nous a finalement regardés, ou plutôt, elle l'a regardé lui. Vraiment, son sourire était à la fois éclatant et tranchant. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. C'est mon fils. Personne ne l'a corrigé. Pas l'enseignant qui se tenait à côté, pas les autres parents, pas Julien, et certainement pas moi. Elle a pris la main de Léo et l'a conduit vers l'exposition. Je suis restée là, tenant la veste que Léo m'avait tendue, me sentant comme si j'avais été effacée devant 50 témoins. Julien m'a touché le coude. Laissons-lui ce moment. J'ai retiré mon bras doucement. Je n'essayais pas de le lui prendre. Ce soir-là, après que Léo se fut endormi, j'ai abordé le sujet avec précaution. Je n'étais pas en colère. J'étais confuse. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle serait là? » Julien remplissait le lave-vaisselle. Il n'a pas levé les yeux. Je ne savais pas. Elle a envoyé un texto à la dernière minute. Elle l'a appelé son fils, comme si je n'étais pas juste là, Camille. Il a fermé le lave-vaisselle, s'est appuyé contre le comptoir. C'est sa mère. Tu le sais? Je sais, mais je suis aussi. Je me suis arrêtée. Je ne savais pas comment finir cette phrase sans paraître désespérée. Elle est fragile, a répété Julien. Léo a besoin de stabilité, et si Élodie sent qu'on la pousse vers la sortie, elle va replonger. J'ai juste besoin que tu sois patiente. Où est ma place dans cette stabilité, Julien? Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé comme si c'était moi qui posais problème. Je suis restée éveillée cette nuit-là, fixant le plafond, pensant à quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je ne voulais pas être en compétition avec la femme qui avait donné naissance à l'enfant que j'avais élevé. L'amour n'est pas un système de classement. Ce n'est pas un concours. Mais quelqu'un tenait les scores et j'étais en train de perdre. Le transfert pour Amsterdam était sur la table depuis plus d'1 an. Mon entreprise me l'avait proposé 2 fois auparavant. Meilleur salaire, expérience de leadership, une chance de construire quelque chose de nouveau. Les 2 fois, j'avais refusé sans hésitation. Pour Léo, pour Julien, pour la famille. Je pensais que nous construisions quelque chose. Quand mon patron en a reparlé, je n'ai pas dit non immédiatement. J'ai dit que j'y penserais. Cette hésitation ressemblait à une trahison, mais c'était aussi la première chose honnête que je faisais depuis des mois. Élodie a commencé à tester les limites après cette soirée. Elle a suggéré que Léo voie un psychologue sans l'influence de la belle-mère. Elle l'a dit à Julien. Elle voulait des fêtes, en famille uniquement, ce qui voulait dire elle, Julien et Léo. Elle a commencé à appeler Julien plus souvent, toujours pour une petite crise qui nécessitait son attention immédiate. Et Julien écoutait à chaque fois. Chaque suggestion semblait raisonnable quand il me la rapportait. Léo pourrait bénéficier d'une thérapie. Les traditions familiales sont importantes. Élodie essayait si fort, mais chaque effort me poussait un peu plus vers le bord du cadre. Un dimanche matin, je faisais des crêpes. Léo mettait la table, bavardant au sujet d'une sortie scolaire à venir. Le téléphone de Julien a vibré. Il est allé dans le couloir.
Quand il est revenu, son visage était tendu. « Élodie veut prendre Léo pour les vacances de la Toussaint cette année. J'ai retourné une crêpe. »« D'accord. Juste d'accord. Qu'est-ce que c'est que tu veux que je dise, Julien? » Il s'est assis lourdement. « Je ne sais pas. Je pensais que tu serais contrarié. » J'ai éteint la cuisinière. Léo s'était tu et nous regardait. Est-ce que ça changerait quelque chose si je l'étais? Julien n'a pas répondu. Ce soir-là, après que Léo fut allé se coucher, je suis restée longtemps sur le seuil de sa porte, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. La veilleuse, en forme de fusée, projetait des ombres sur le mur. Son ours en peluche, celui que je lui avais donné quand il faisait des cauchemars il y a 2 ans, était coincé sous son bras. J'ai réalisé que j'étais la seule personne éveillée dans cette maison qui avait l'impression de disparaître, et personne d'autre ne semblait le remarquer. La conversation qui a tout terminé n'a pas commencé par des cris. Elle a commencé avec du saumon. Julien avait pris le dîner en rentrant du travail. Saumon, légumes rôtis, le genre de repas qui dit « Nous essayons d'être des adultes sains. Nous nous sommes assis à table comme nous l'avions fait 1000 fois auparavant. » Léo était chez un copain pour une soirée pyjama. C'était juste nous. Ça aurait dû être agréable, calme, intime. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être assise en face d'un étranger. Julien poussait sa fourchette dans son assiette. Élodie a appelé aujourd'hui. J'ai pris une gorgée d'eau. D'accord. Elle veut plus de temps avec Léo. Du temps régulier. Elle demande 1 semaine sur 2 au lieu de juste les week-ends. J'ai posé mon verre avec précaution. C'est un gros changement. Je sais. Il m'a enfin regardé. Mais elle est stable maintenant. Elle a un bon travail, un bel appartement. Son thérapeute dit qu'elle est prête. Son thérapeute? Ouais. J'ai laissé ça reposer un moment. Et que dit le psy de Léo, puisqu'on collectionne apparemment les avis professionnels maintenant? La mâchoire de Julien s'est crispée. Ce n'est pas juste. Je me suis adossée. Julien, où est-ce que ça me laisse? Dans ce nouvel arrangement où Élodie a 1 semaine sur 2 et les vacances en famille, où est ma place? Il a soupiré. Pas le genre de soupir frustré, le genre épuisé, le genre qui dit qu'il a déjà pris sa décision et que cette conversation n'est qu'une formalité. Ce soupir m'a fait plus mal que tout ce qu'il aurait pu dire. Camille, tu sais que c'est compliqué. Ce n'est pas une réponse. Il a posé sa fourchette, a croisé les mains comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle avec douceur, de la façon dont on annonce à quelqu'un que son animal est gagnant est mort. Il a besoin de sa vraie mère en ce moment. La pièce est devenue très immobile. Le frigo ronronnait. Une voiture essaie de passer dehors. Puis, presque comme une arrière-pensée, il a ajouté « Tu es la belle-mère. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je l'ai juste regardé et j'ai posé la seule question qui comptait. C'est quoi vrai, Julien? » Il a cligné des yeux. « Quoi vrai? Définis-le pour moi, parce que j'essaie de comprendre quelle partie des 6 dernières années n'était pas réelle. Les fièvres à 3 heures du matin, les projets scolaires, lui apprendre à faire ses lacets, quelle partie de ça était fausse? » Julien a passé une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Tu le sais. » « Alors, qu'est-ce que c'est que tu voulais dire? »« La biologie compte, a-t-il dit. L'histoire compte. Élodie est sa mère. Elle l'a mise au monde. Elle essaie maintenant, Camille. Elle essaie vraiment. Elle essaie maintenant, ai-je répété, après 6 ans où je l'ai faite chaque jour. « Tu as choisi ça, a-t-il dit, et c'était là. La chose qu'il pensait mais ne disait jamais. Personne ne t'a forcé à être belle-mère. » Je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol. Tu as raison, je l'ai choisi. Je vous ai choisi, j'ai choisi cette famille. Et tu es en train de me dire que ce choix ne signifie rien parce que je ne l'ai pas mise au monde? Ce n'est pas ce que je dis. Léo m'appelle maman, ai-je dit. Ma voix s'est brisée sur le mot. Il m'appelle maman depuis 4 ans? Tu le savais? Ou étais-tu trop occupée à gérer les sentiments d'Élodie pour le remarquer? Le visage de Julien a changé. Culpabilité peut-être, ou juste de l'inconfort. Les enfants s'embrouillent, a-t-il dit doucement. Ces 3 mots ont atterri comme un coup physique. Les enfants s'embrouillent. Pas il t'aime, ou tu es importante pour lui, ou même j'aurais dû dire quelque chose. Juste que Léo était confus. Comme si son amour pour moi était une erreur, un malentendu qui nécessitait une correction. J'ai marché jusqu'au comptoir et j'ai pris mon téléphone.
Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable. On m'a proposé un transfert, Amsterdam. Je l'ai refusé 2 fois. La tête de Julien s'est relevée d'un coup. Quoi? Je l'ai refusé pour toi, pour Léo, pour cette famille. Je l'ai regardé. Je ne le refuserai pas à nouveau. Il s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer. Camille, attends, tu ne peux pas juste partir. Léo a besoin de constance. J'ai fini sa phrase. De stabilité. Quelqu'un qui est présent. Oui. Alors pourquoi es-tu en train de pousser dehors la personne qui fait ça depuis 6 ans? Il a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. C'est différent. Comment? Parce que tu ne peux pas juste partir. Sa voix montait, désespérée maintenant. Ce serait l'abandonner. Il ne te le pardonnerait jamais. Et c'était là. Le double standard mis à nu. J'étais essentielle, nécessaire, requise pour rester. Mais je n'étais pas vraie. Je n'étais pas sa mère. On s'attendait à ce que je sacrifie tout indéfiniment, sans aucune prétention à la permanence. Aucun titre qui ne puisse être révoqué, aucune place qui ne puisse être donnée. Je monte, ai-je dit. Camille, j'ai besoin de réfléchir. Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai fermée doucement, et puis j'ai ouvert mon placard et j'ai sorti ma valise. Je n'ai pas fait mes bagages comme si je fuyais. J'ai fait mes bagages comme si je déménageais, méthodiquement, un tiroir à la fois. J'ai plié des vêtements que je n'avais pas portés depuis des mois, trié les chaussures, sorti les documents du classeur, mon passeport, mes contrats de travail, mes diplômes universitaires, toutes les pièces d'une vie qui existait avant Julien, avant Léo. La preuve que j'étais quelqu'un avant de devenir la belle-mère. Vers minuit, Julien a frappé doucement. « Je peux entrer? » « C'est ta maison. » Il a grimacé. « Ne fais pas ça. » J'ai zippé un sac. Je n'ai rien dit. « S'il te plaît, ne prends pas le transfert. » Je sais que je l'ai mal dit en bas. Je suis nulle pour ça, mais Camille, on a besoin de toi. Léo a besoin de toi. Tu ne peux pas juste partir. Tu as dit qu'il avait besoin de sa vraie mère. J'essayais d'expliquer le point de vue d'Élodie. Ah bon? Je me suis tournée pour lui faire face. Où tu expliquais le tien? Ce n'est pas juste. Tu n'arrêtes pas de dire ça comme si la justice était quelque chose que je suis censée ignorer pour le confort de tout le monde, sauf le mien. Il est entré dans la chambre. Qu'est-ce que c'est que tu veux que je dise? Qu'Élodie ne compte pas? Que la biologie ne compte pas? Parce que je ne peux pas dire ça. Ce ne serait pas vrai. Je ne te demande pas de l'effacer, Julien. Je te demande où je me situe. Pas temporairement, pas conditionnellement, juste où je me situe réellement dans cette famille. Il ne pouvait pas répondre. Il m'a regardé avec ses mêmes yeux bruns que Léo, et il ne pouvait pas me donner une seule chose solide à laquelle me raccrocher. « J'ai besoin de temps », a-t-il fini par dire. « Pourquoi? Pour comprendre, pour faire marcher les choses. »« Faire marcher quoi? » Élodie va et vient comme bon lui semble. Tu maintiens la paix, Léo a 2 mamans. Et moi, je dois être reconnaissante pour les miettes tout en faisant semblant de ne pas être effacée. Ce n'est pas. Si ça l'est, je me suis assise sur le bord du lit. J'aime Léo plus que presque tout au monde, mais rester ici en étant la belle-mère, te regarder prioriser ses sentiments à elle sur mon existence, ça me tue, Julien. Et tu ne le vois même pas? Il s'est assis à côté de moi sans me toucher, juste présent. Et si je promets que les choses vont s'équilibrer? Tu ne peux pas promettre ça parce que tu ne contrôles pas ça. C'est Élodie qui contrôle. Elle va continuer à pousser et tu vas continuer à céder parce que tu es terrifié par le conflit. Et un jour, je me réveillerai et je réaliserai que je ne vis même plus ici. Je ne ferai que hanter les bords de la famille de quelqu'un d'autre. Alors tu vas partir. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. J'arrête de disparaître lentement, ai-je dit. C'est différent. Le lendemain matin, j'ai écrit une lettre à Léo, pas un email, une vraie lettre sur papier avec mon écriture. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, que mon départ n'avait rien à voir avec lui. C'était pour m'assurer que je ne me perde pas moi-même en essayant de tenir bon. Je lui ai dit que j'appellerais, que je viendrais le voir, qu'il pouvait me joindre à tout moment, jour et nuit. Je lui ai dit que l'amour n'a pas besoin de vivre dans la même maison pour être réel. J'ai laissé la lettre sur son oreiller à côté de la veilleuse fusée. Julien était en bas quand j'ai apporté mes valises à la porte. « Tu le fais vraiment? »
J'ai accepté le transfert ce matin. Camille, s'il te plaît, je reviendrai chercher mes affaires dans quelques semaines. On verra pour la logistique à ce moment-là. Qu'est-ce que je dis à Léo? Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'homme que j'avais assez aimé pour reconstruire toute ma vie autour de lui. Dis-lui la vérité. Dis-lui que parfois, les gens qui t'aiment le plus doivent pas partir pour continuer à t'aimer de la bonne façon. Je suis sortie avant qu'il ne puisse répondre, avant de pouvoir changer d'avis, avant de me laisser croire que rester serait autre chose qu'un effacement lent. Amsterdam était belle et solitaire à part égale. J'avais imaginé ce départ à l'étranger comme une sorte de réinitialisation émotionnelle. Nouvelle ville, nouvelle langue, nouvelle version de moi-même qui n'était pas définie par ce que j'avais perdu. Mais le deuil ne respecte pas la géographie. Il m'a suivi et s'est installé dans les murs de mon petit appartement. La première semaine, j'ai à peine quitté le logement. Je me réveillais au son des cloches de l'église et de la lumière traversant les vieilles fenêtres. Et pendant une demi-seconde, j'oubliais où j'étais. Puis je me souvenais des pièces vides, du silence, du fait qu'à des centaines de kilomètres, Léo se réveillait dans une maison où je n'existais plus. Le travail aidait. Le job était exigeant comme j'en avais besoin. Projet complexe, courbe d'apprentissage rapide, ou collègues qui ne connaissaient pas mon histoire. J'étais juste Camille, pas Camille la belle-mère. Pas Camille qui est partie, juste Camille. Mais la nuit, seule, j'étais toutes ces choses à la fois. J'appelais Léo chaque dimanche. Julien rendait ça facile au début. Trop facile. Peut-être. Il répondait joyeusement, passait le téléphone et j'entendais la voix de Léo comme une bouée de sauvetage. Plus maman, Camille. Je me disais que c'était approprié. Distance professionnelle, le laisser s'adapter, mais ça me vidait à chaque fois. Comment va l'école, mon grand? Bien. On apprend le système solaire. Tu savais que Saturne a 146 lunes? Je ne savais pas ça. C'est trop cool. On parlait des devoirs, du foot et de son nouveau jeu vidéo préféré. Des choses de surface, des choses sûres. Les conversations étaient chaleureuses mais prudentes, comme si nous lisions tous les deux un script conçu pour ne pas blesser. À la 3e semaine, j'ai remarqué la voix d'Élodie en arrière-plan. Pas intrusive, juste présente. Un bourdonnement constant derrière les mots de Léo. « À qui tu parles, chérie? »« Camille. »« Oh, eh bien, ne reste pas trop longtemps. On a des projets. » Les appels sont devenus plus courts. Les textos de Julien ont changé aussi. Au début, il envoyait des nouvelles toute la semaine. Des photos de Léo à l'entraînement de foot, des choses drôles qu'il avait dites, de petites assurances que je faisais toujours partie de l'histoire, puis les mises à jour sont devenues sporadiques, puis rares. Semaine chargée. J'envoie des photos bientôt. C'est la course. On se parle plus tard. Tout va bien. Tout va bien. Les 3 mots les plus malhonnêtes de la langue française. J'ai commencé une thérapie la 4e semaine. Pas parce que je pensais que ça réparerait quoi que ce soit, mais parce que rester assise seule, dans un pays étranger à pleurer pour un enfant qui n'était pas légalement le mien, semblait insoutenable. Dr. May était une femme néerlandaise d'origine chinoise, la cinquantaine, avec le genre de calme qui semblait mériter plutôt que jouer. Son cabinet était à 10 minutes à vélo de mon appartement, niché au-dessus d'une librairie. « Dites-moi, pourquoi vous êtes ici ?» a-t-elle dit lors de notre première séance. « J'ai quitté ma famille. » « Vraiment ?» Elle a incliné la tête. « Où est-ce que votre famille vous a quitté en premier ?» Cette question m'a défaite. Au cours des séances suivantes, nous avons décortiqué 6 ans de ma vie comme un collier emmêlé. Tous les moments où j'avais ravalé mes sentiments pour le bien de Léo, toutes les fois où j'avais accepté d'être secondaire parce que je pensais que c'était temporaire, toutes les façons dont j'avais laissé fragile et pour Léo devenir des raisons de m'effacer. « Vous avez le droit d'aimer profondément », a dit le Dr. May un après-midi, « mais on ne vous a jamais permis d'appartenir pleinement. Voyez-vous la différence? Je la voyais. Enfin, douloureusement, je la voyais. » Pendant ce temps, en France, l'implication d'Élodie s'intensifiait d'une manière dont je n'entendais parler que par fragments. Julien a mentionné nonchalamment, comme si ce n'était pas un changement sismique, qu'Élodie voulait être ajoutée à la liste de contacts de l'école de Léo.
en tant que contact principal. Cela signifiait que les emails sur les notes, le comportement, les événements iraient à elle en premier. « C'est sa mère », a dit Julien quand j'ai exprimé mon inquiétude par appel vidéo. « C'est logique. J'étais sur cette liste pendant 5 ans, Julien. Je sais, mais les choses sont différentes maintenant. » Différentes. Un autre mot pour effacer. Le comportement de Léo a commencé à changer vers la 7e semaine. C'était subtil au début. Plus difficile de l'avoir au téléphone. Des réponses plus courtes. Une fatigue dans sa voix qui n'était pas là avant. « Ça va, mon grand? »« Ouais, juste fatigué. »« L'école se passe bien? »« J'imagine. » Puis un dimanche, il m'a demandé quelque chose qui m'a fendu le cœur. « Camille, est-ce que tu es partie parce que j'ai été méchant? » J'ai failli lâcher le téléphone. « Léo, non. Bébé, non. Pourquoi tu penserais ça? » Silence. Le genre qui signifie que quelqu'un pleure doucement. « Léo, écoute-moi. Je ne suis pas partie à cause de toi. Je suis partie parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de t'aimer. Pas une seconde. » D'accord. Sa voix était si petite. « Tu me crois? » Je pense. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé le canal par ma fenêtre. Des bateaux passaient, des cyclistes sonnaient, la vie continuait de manière indifférente et j'ai réalisé que Léo internalisait mon absence comme une punition. J'ai appelé Julien immédiatement. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air distrait. « Salut, quoi de neuf? » Léo vient de demander si je suis partie parce qu'il a été méchant. Une pause. « Quoi? » Il pense que mon départ est de sa faute. « Julien, qu'est-ce qui se passe là-bas? » Rien, je veux dire, c'est un ajustement, mais est-ce qu'Élodie lui dit quelque chose? Non, Camille, tu surinterprètes. Vraiment, parce qu'il avait l'air effrayé. Il va bien, il s'adapte, les enfants sont résilients. Résilient ne veut pas dire indemne. Julien a soupiré, se soupire encore. Je fais de mon mieux ici. Je sais que tu le fais, mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Comment va-t-il vraiment? Une autre pause, plus longue cette fois. Il fait à nouveau des cauchemars. Ce qu'il faisait quand il avait 5 ans sur le fait d'être abandonné, mais son psy dit que c'est normal pour les grandes transitions. Mon estomac s'est noué. Depuis combien de temps ça dure? Quelques semaines. Et tu ne me l'as pas dit. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu essayes de construire une nouvelle vie? C'est ma vie, Julien. Il n'arrête pas d'être ma vie parce que je suis dans un pays différent. Je sais, je suis désolée. Je pensais que je pouvais gérer. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Pas de manière obsessionnelle, méthodiquement. Date des appels, durée des conversations, choses que Léo disait, choses que Julien disait, changement de routine. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, juste que je devais le faire. La 9e semaine, j'ai reçu un email de la conseillère scolaire de Léo, Madame Dubois, que j'avais rencontrée des dizaines de fois lors de réunions et d'événements. L'objet disait « Prise de nouvelles, Camille. J'espère que cet email vous trouve en bonne forme. Je voulais vous contacter au sujet de Léo. J'ai remarqué des changements préoccupants dans son comportement au cours du mois dernier. Anxiété accrue, difficultés de concentration et certains comportements régressifs pendant la récréation. Il a mentionné que vous avez déménagé et je voulais m'assurer que les lignes de communication sont toujours ouvertes entre nos systèmes de soutien. Veuillez me faire savoir si vous êtes disponible pour un appel. Cordialement, Jennifer Dubois. » L'email n'était pas adressé à Élodie. Il m'était adressé à moi. J'ai répondu immédiatement et nous avons organisé un appel vidéo pour le lendemain. Madame Dubois n'a pas perdu de temps en politesse. « Camille, je suis inquiète. Les résultats scolaires de Léo n'ont pas chuté de manière significative, mais sa régulation émotionnelle, si. Il se replie sur lui-même pendant les activités de groupe. Il a demandé à vous appeler pendant les heures de cours. Ma gorge s'est serrée. J'appelle tous les dimanches? Je sais qu'il a mentionné cela, mais je pense qu'il a besoin d'un contact plus constant en ce moment. Et franchement, entre vous et moi, la dynamique parentale semble déstabilisée. Élodie est inconstante. Et Julien semble dépassé. S'est-il passé quelque chose de spécifique? Elle a hésité. Je ne peux pas partager certains détails sans le consentement des parents, mais je dirais que le sentiment de sécurité de Léo semble fragile en ce moment. Et vous étiez toujours son ancre? J'étais. Au passé. Après l'appel, j'ai réessayé de joindre Julien. Il a décroché, mais il conduisait. J'ai parlé à Madame Dubois.
Ouais, elle a mentionné qu'elle risquait de te contacter. Sa voix était tendue. Julien, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que Léo demandait à m'appeler pendant l'école. C'est bon, je lui manque juste. Ce n'est pas bon si ça perturbe sa journée d'école. Un klaxon a retenti en arrière-plan. Écoute, Élodie a été. Elle essaie, d'accord, mais c'est beaucoup. Elle a des opinions sur tout maintenant. Heure de coucher, temps d'écran, ce qu'il mange. Et si je ne suis pas d'accord, elle m'accuse de la sapeur. Alors laisse-la prendre les commandes. Elle voulait ça. Ce n'est pas si simple, a dit Julien. Elle s'arrêta. Pas quoi? Constante. Elle va être très impliquée pendant quelques jours, puis disparaître pour le travail ou autre, et Léo ne sait pas à quoi s'attendre. Et quand j'essaie de maintenir des routines, elle dit que je suis contrôlant. Je me suis frotté les tempes. C'est exactement ce dont j'avais peur. Je ne pensais pas que ce serait comme ça, a admis Julien doucement. Je pensais que lui donner de l'espace aiderait. Je pensais qu'elle se stabiliserait. Au lieu de cela, tout semble plus chaotique. Nous sommes restés silencieux. Une frontière entre nous, ne sachant ni l'un ni l'autre comment réparer ce qui se brisait. Je ne reviens pas dans cette maison, Julien. Je sais, mais je ne peux pas regarder Léo s'effondrer à distance non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas encore de réponse. Je savais juste que rester à l'écart ne protégeait pas Léo. C'était juste une autre forme d'abandon. Cette nuit-là, à 2h47, je suis restée éveillée à fixer mon plafond. Mon téléphone brillait sur la table de nuit. J'ai ouvert l'email de Madame Dubois et je l'ai relu. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mes économies. Ensuite, j'ai affiché les vols d'Amsterdam vers la France. Quelque chose n'allait pas du tout et je n'allais pas attendre une crise pour agir. L'appel est arrivé 16 jours plus tard à 3h01, heure d'Amsterdam. Je dormais depuis peut-être 2 heures, emmêlée dans des draps qui semblaient encore étrangers. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit, bruyant dans l'obscurité silencieuse. Je l'ai attrapé sans réfléchir, le cœur battant déjà de la façon dont il bat quand on sait qu'une mauvaise nouvelle arrive. Le nom de Julien sur l'écran. « Allô, Camille ?» Sa voix s'est brisée sur mon nom. Pas en colère, pas défensive, brisée. Je me suis assise, cherchant la lampe à tâtons. Qu'est-ce qui ne va pas? Léo va bien? Il ne dort pas. Le souffle de Julien s'est coupé. Il n'a pas dormi depuis 3 jours. Pas vraiment. Il pleure, il te réclame. Pas Élodie, pas moi, toi. Ma poitrine s'est serrée. Passe-le-moi. Il s'est enfin endormi il y a 20 minutes. Je ne veux pas le réveiller. Il a émis un son entre un rire et un sanglot. Je ne sais plus ce que je fais. J'ai appuyé ma paume contre mon front, essayant de réfléchir à travers le brouillard d'adrénaline et de manque de sommeil. Commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a laissé échapper un long souffle tremblant. Élodie a déménagé. Silence. Quand? Il y a 4 jours. On s'est disputé, une grosse dispute. Elle m'a accusée d'utiliser Léo comme levier contre elle, de ne jamais vraiment soutenir sa relation avec lui. Elle a dit que j'avais empoisonné Léo contre elle. Sa voix est devenue plate. Puis elle a menacé de demander la garde d'urgence et elle est partie. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Son téléphone tombe directement sur la messagerie. Son appartement est vide. Sa sœur ne veut pas me parler. Je me suis levée, faisant les 100 pas dans mon petit appartement. Dehors, Amsterdam dormait encore. Et Léo, il n'arrête pas de demander quand elle revient. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'un peu d'espace, qu'elle reviendrait bientôt. Mais il sait que je mens. Les enfants savent toujours. Julien a fait une pause et ensuite il a commencé à te réclamer tout le temps. Il t'a fait un dessin, c'est scotché sur son mur. Il s'endort en tenant cet ours que tu lui as donné. Mes yeux me brûlaient. Julien, la maison sonne faux sans toi. Il l'a dit doucement, honteux. Tout sonne faux. Je pensais faire la bonne chose. Je pensais que donner de l'espace à Élodie, la laisser revenir pleinement, créerait un équilibre. Au lieu de ça, j'ai tout détruit. J'ai marché jusqu'à ma fenêtre. Le canal reflétait les lampadaires, immobile et sombre. De quoi as-tu besoin de ma part? Est-ce que tu peux revenir? Les mots sont sortis vite. Juste pour un petit moment. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Personne n'a besoin.
Ne fais pas ça. Ma voix est sortie plus sèche que prévu. Ne me dis pas ce dont personne n'a besoin. Dis-moi ce dont toi tu as besoin. Il est resté silencieux un long moment. J'ai besoin d'aide. Il a fini par dire, je me noie. Cam, je rate le travail. Les notes de Léo chutent. Il a fait une crise de panique à l'école hier et je ne sais pas comment réparer tout ça. Tu ne peux pas le réparer? J'ai dit, c'est ça le problème. Tu as essayé de gérer les émotions de tout le monde au lieu de faire face à la réalité. Je sais. Tu sais? Parce qu'on dirait qu'Élodie a explosé exactement de la manière dont je t'avais prévenu qu'elle le ferait. Et maintenant, tu veux que je revienne et que je tienne tout ensemble pendant que tu trouves la prochaine solution temporaire. Ce n'est pas. Il s'est arrêté. Tu as raison. C'est exactement ce que je fais. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai tiré une couverture autour de mes épaules. Mon appartement était froid. Tout était froid. Si je reviens, ai-je dit prudemment, où est-ce que je me situe réellement? Pas en théorie. Pas dans le « on verra ». En réalité, à quoi je reviens? Julien n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchir, essayer de trouver les bons mots. « Je ne sais pas », a-t-il fini par admettre. « Je n'ai pas de bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que Léo s'effondre et que la seule personne qu'il veut, c'est toi. Et j'ai été un idiot de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas sa vraie mère. Mais je ne le suis pas. J'ai dit, légalement, biologiquement, selon Élodie, selon l'école, je suis la femme qui a vécu là pendant 6 ans et qui est partie. C'est tout ce que je suis sur le papier. Ce n'est pas tout ce que tu es pour Léo. Ça pourrait ne pas suffire. Je sais, sa voix était si petite, mais je te demande quand même, pas parce que je mérite ton aide, mais parce qu'il a besoin de toi. J'ai fermé les yeux, pensé au visage de Léo, à son rire. La façon dont il courait vers moi après l'école, son sac à dos sautillant, excité de me raconter sa journée. Je dois y réfléchir. D'accord. Et Julien, si je reviens, les choses seront différentes. Je ne vais pas me glisser à nouveau dans cette maison comme si rien ne s'était passé. Je ne vais pas faire semblant de ne plus avoir de limites. Je comprends. Je ne pense pas que tu comprennes, mais tu verras. Après avoir raccroché, je ne me suis pas rendormie. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et fixé à nouveau l'email de Madame Dubois. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Pas un plan, une liste de conditions. Des choses qui devaient me être vraies avant que je puisse même envisager de revenir. Le soleil s'était levé sur Amsterdam pendant que je tapais. Des lumières roses et dorées se répandaient net sur les canaux. Les cyclistes ont émergé. La ville s'est réveillée et j'ai réalisé quelque chose que j'avais eu trop peur d'admettre avant. Je ne voulais pas retourner à la vie que j'avais laissée. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne retournais pas pour Léo. Donc, je devrais construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne m'efface pas, quelque chose où l'amour ne nécessite pas l'autodestruction. J'ai affiché les vols. Ensuite, j'ai affiché les annonces de location près de la maison de Julien. Pas dans sa maison, près. Cette distinction semblait cruciale. J'ai réservé un billet pour la semaine suivante. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Julien. Je reviens, mais pas à la maison. On fait ça selon mes conditions ou pas du tout? Sa réponse est arrivée 2 minutes plus tard. N'importe quoi, merci. J'ai fixé ce mot. N'importe quoi. Il ne savait pas ce qu'il acceptait, mais il allait le découvrir. J'ai atterri un mardi après-midi d'octobre. La location était une petite maison de ville de 2 chambres, à 15 minutes de chez Julien, assez proche pour être présente, assez loin pour avoir mon propre espace. Elle avait du parquet qui craquait, une fenêtre de cuisine qui donnait sur un érable, et absolument rien qui me rappelait la vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai déballé méthodiquement, vêtements dans le placard, articles de toilette dans la salle de bain, ordinateur portable sur le bureau. Chaque objet placé délibérément, revendiquant un espace qui était le mien seul. Julien a envoyé un texto vers 17 heures. « Tu es de retour. Je suis en ville. Je m'installe. Je peux amener Léo ?» J'ai fixé le message. Mon premier instinct a été de dire « oui » immédiatement, mais j'avais appris quelque chose à Amsterdam. Le « oui » immédiat sans limite était la façon dont j'avais disparu la première fois. Demain, j'ai besoin de ce soir. Une longue pause. Puis, d'accord, merci d'être revenu.
Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, passant en revue tout ce que j'avais documenté au cours des 3 derniers mois. Journaux d'appel, emails de Madame Dubois, notes de séances de thérapie, SMS de Julien sur les demandes croissantes d'Élodie. Je ne construisais pas un dossier, j'essayais de comprendre le schéma. Et le schéma était clair. Chaque fois que quelqu'un disait pour le bien de Léo, il voulait dire aux dépens de Camille. Le lendemain après-midi, la voiture de Julien s'est garée dans mon allée à 15h30 précise. J'ai regardé par la fenêtre alors que Léo sortait lentement, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. Il portait le sweat à capuche bleue que je lui avais acheté au printemps dernier. Les manches devenaient trop courtes. Julien l'a accompagné jusqu'à la porte. J'ai ouvert avant qu'il ne puisse frapper. Les yeux de Léo se sont écarquillés. Camille. Et mon grand. Il m'a percuté si fort que j'ai trébuché en arrière. Ses bras ont entouré ma taille, son visage pressé contre mon épaule, et il a commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, le genre calme, épuisé, qui vient quand on a tout retenu trop longtemps. Je me suis agenouillée, le serrant fort. Je suis là, je te tiens. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, l'air de ne pas savoir s'il devait rester ou partir. « Donne-nous 1 heure », ai-je dit par-dessus la tête de Léo. Il a hoché la tête et est parti sans discuter. J'ai fait entrer Léo. Nous nous sommes assis sur le canapé ensemble, sa tête sur mon épaule, aucun de nous ne disant grand-chose. Au bout d'un moment, sa respiration s'est régularisée. La tension dans son petit corps s'est lentement relâchée. « Je pensais que tu ne reviendrais pas » a-t-il finalement chuchoté. « Je sais, je suis désolée que ça ait pris si longtemps. Papa a dit que tu avais des trucs importants pour le travail. » J'ai choisi mes mots avec soin. J'avais du travail, mais la vraie raison pour laquelle je suis restée loin, c'est parce que j'avais besoin de régler certaines choses. Des choses d'adultes, des choses qui n'avaient rien à voir avec toi. Mais tu es revenu maintenant. Je suis revenu. Pas dans la même maison, mais je suis là, et je ne repars pas. Il a levé la tête, ses yeux bruns cherchant mon visage. Promis. Je voulais promettre. Chaque instinct hurlait de lui donner une certitude absolue, mais j'avais appris que les promesses sans condition n'étaient que de jolis mensonges. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour rester dans ta vie. Peu importe ce qui se passe avec les adultes, toi et moi, c'est du solide. D'accord. Il a hoché la tête lentement, puis s'est réinstallé contre moi. Nous avons passé l'heure à jouer à un jeu de cartes qu'il avait appris à l'école, à manger les cookies que j'avais achetés le matin même et à parler de tout sauf des choses difficiles. Quand Julien est revenu, Léo ne voulait pas partir. « Je peux dormir ici ce soir ?» a-t-il demandé. Julien et moi avons échangé un regard. « Pas ce soir, mon grand », ai-je dit doucement, « mais on va organiser un planning pour que tu puisses venir souvent. » Marché conclu? Marché conclu, et après leur départ, j'ai appelé Julien. On doit parler, adulte seulement. Quand? Demain soir, après que Léo soit endormi. Il est arrivé à 20h portant un dossier. Ça m'a surprise. C'est quoi ça? Ai-je demandé en le laissant entrer. De la paperasse de l'avocat d'Élodie. Il l'a posée sur ma table de cuisine comme s'il risquait d'exploser. Elle a déposé une demande de garde d'urgence 2 jours avant de partir. L'audience est là dans 3 semaines. Mon estomac a chuté. Je me suis assise et j'ai ouvert le dossier. Le langage était brutal. Élodie prétendait que Léo avait été manipulé émotionnellement par moi, que Julien avait permis une confusion des rôles maternels pour nuire au sens de l'identité de Léo, qu'elle était le parent stable et devrait avoir la garde principale. Confusion des rôles maternels, ai-je lu à haute voix. Elle ne se bat pas pour le bien-être de Léo. Elle se bat pour m'effacer de son histoire. Julien était assis en face de moi, la tête dans les mains. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que si je lui donnais de l'espace, la laissais s'impliquer, elle se calmerait. Au lieu de ça, elle réécrit la réalité. Se faisant passer pour la victime et moi pour la méchante, ai-je terminé. Nous sommes restés assis en silence. Madame Dubois m'a appelé hier. J'ai dit qu'elle veut témoigner. Elle a documenté la régression de Léo, son anxiété, ses problèmes d'attachement. Elle dit que son ancre émotionnelle la plus forte, c'est moi. Julien a levé les yeux. Vraiment? Vraiment.
Mais Julien, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Légalement, je n'ai aucun droit ici. Zéro. Je ne peux pas me battre pour la garde. Je ne peux pas saisir le tribunal. Sur le papier, je suis juste la femme qui a vécu avec vous pendant 6 ans. Ce n'est pas vrai. Légalement, si. J'ai parlé à un avocat de la famille à Amsterdam avant de revenir. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Je me suis penchée en avant. Elle a dit « Les juges écoutent les enfants quand les adultes arrêtent de s'écouter les uns les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Léo a une voix, même si je n'en ai pas. Au cours de la semaine suivante, j'ai établi une routine. Léo venait après l'école, 3 jours par semaine. On faisait les devoirs à ma table de cuisine. Je lui préparais le goûter. On jouait à des jeux de société et on regardait des documentaires animaliers, des choses normales, mais je documentais aussi tout. Heure d'arrivée, son humeur, choses qu'il disait sur comment il se sentait chez Julien. Pas pour utiliser contre qui que ce soit, mais pour comprendre ce dont il avait besoin. Un après-midi, il m'a demandé quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Camille, est-ce que j'ai toujours le droit de t'appeler maman? » J'ai posé la pomme que je coupais. « Est-ce que tu veux m'appeler maman? » Il a hoché la tête, mais il avait l'air effrayé. « Alors oui, toujours oui. Toujours oui. » Mais Élodie a dit. Il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'Élodie a dit? Sa voix est devenue toute petite. « Que tu n'es pas ma maman, que j'étais confus, que t'appeler maman blessait ses sentiments. » Je me suis agenouillée devant lui. « Léo, écoute-moi très attentivement. C'est toi qui décides comment tu appelles les gens que tu aimes. Pas moi, pas ton papa, pas Élodie, toi. Et quoi que tu décides, je t'aimerai exactement pareil. » Il a réfléchi à ça. « Je peux y réfléchir? » « Bien sûr. » Ce soir-là, j'ai appelé Julien et je lui ai dit ce que Léo avait dit. Son silence était lourd. Elle lui a dit ça. « Oui, pendant que j'étais au travail. »« Probablement. » Elle a. Il s'est arrêté. Elle a dit beaucoup de choses que je n'entends que plus tard. Comme quoi, que je ne l'ai jamais aimé. Que je l'ai remplacé par toi. Que Léo l'oublierait si elle ne faisait pas attention. Il semblait épuisé. Elle ne se bat pas pour Léo, Camille. Elle se bat pour gagner quelque chose qu'elle pense avoir perdu. Et Léo est pris au milieu. Ouais. 2 semaines avant l'audience, Élodie m'a appelée. J'ai failli ne pas répondre. « Qu'est-ce que tu veux? » ai-je demandé. « Je veux que tu partes. » Sa voix était froide. « Tu n'es pas sa mère. Tu ne l'as jamais été. Et le fait que tu restes dans le coin ne fait que l'embrouiller. Il n'est pas confus, Élodie. Il sait exactement qui a été là pour lui. Tu l'as manipulé. Tu lui as fait croire qu'il avait besoin de toi pour que Julien te garde. J'ai pris une respiration. C'est vraiment ce que tu penses? Ou es-tu en colère parce qu'il a tissé des liens avec quelqu'un pendant que tu étais parti? Elle a émis un son comme un animal blessé. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de laisser ton enfant en sachant que tu as échoué, puis de revenir et de réaliser que quelqu'un d'autre a pris ta place. Je n'ai pas pris ta place. J'ai rempli l'espace que tu as laissé derrière. Il y a une différence. Pas pour moi. Elle a raccroché. Je suis restée assise là longtemps, à regarder mon téléphone. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu envers Élodie. Pas de la haine, même pas de la colère, de la pitié. Elle avait laissé un enfant qu'elle ne pouvait pas gérer et était revenue en s'attendant à trouver tout figé dans le temps, attendant son retour. Au lieu de cela, elle a trouvé un garçon qui s'était construit une vie sans elle. Et plutôt que de rejoindre cette vie, elle essayait de la détruire. La veille de l'audience, Léo m'a laissé un message vocal. Il était tard, près de 22 heures. Sa voix était un murmure. « Camille, tu me manques. Je sais que tu n'es pas loin, mais ça semble loin. Papa dit que demain est important. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais j'ai peur. Je voulais juste entendre ta voix, même si c'est juste ta messagerie. Je t'aime. » J'ai sauvegardé ce message. Puis j'en ai enregistré un en retour. Calme, stable, rassurant. Léo, quoi qu'il arrive demain, rien ne change entre nous. Je t'aime. Je ne vais nulle part. Et tu es le gosse le plus courageux que je connaisse. Dors bien, mon grand, je te vois bientôt. Je l'ai envoyé et je me suis assise dans ma maison de ville silencieuse, me préparant pour une bataille où je n'avais techniquement pas ma place. Mais Léo l'avait, et ça devrait suffire. Le palais de justice était exactement aussi sinistre que je l'avais imaginé. Lumière fluorescente,
Chaise inconfortable, odeur de vieux café et anxiété. Je suis arrivée tôt, habillée avec le genre de vêtements professionnels qui disaient en eux « adulte responsable » sans trop en faire. Julien était déjà là, assis sur un banc devant la salle d'audience. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Quand il m'a vue, quelque chose dans son visage s'est légèrement détendu. « Tu es venu? »« Bien sûr que je suis venu. Tu n'es pas sur la liste des témoins. Tu pourrais même ne pas être autorisé à entrer. Alors j'attendrai dehors, mais je suis là. » Élodie est arrivée 10 minutes plus tard avec son avocate, une femme à l'allure stricte dans un tailleur gris qui m'a immédiatement fait sentir que j'étais le problème. Les yeux d'Élodie m'ont trouvé et quelque chose a traversé son visage. Pas de la colère, de la peur, peut-être. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, fragile d'une manière qui n'était plus charmante, juste cassante. L'audience a commencé à 9 heures. Je n'étais pas autorisée dans la salle d'audience, alors je me suis assise dans le couloir en écoutant les voix étouffées à travers la porte, regardant l'horloge avancer. L'avocat de Julien m'avait préparé à ce qui m'attendait. Élodie témoignerait en premier. Elle se présenterait comme la mère réformée se battant pour son enfant. Elle me dépeindrait comme l'intruse qui avait causé confusion et tort. Puis Julien témoignerait. Il expliquerait son point de vue, essaierait de montrer la stabilité. Puis Madame Dubois parlerait de l'état émotionnel de Léo et ensuite, si le juge le permettait, on demanderait à Léo s'il voulait dire quelque chose. Cette dernière partie me terrifiait plus que tout le reste. Il avait 9 ans. Quelle sorte de position impossible était-ce? 2 heures ont passé. La porte s'est finalement ouverte et l'avocat de Julien, un homme gentil nommé Maître Vasseur, m'a fait signe. Il vous demande. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? L'avocate d'Élodie vous a mentionné. La juge veut votre présence. Je suis entrée dans cette salle d'audience avec l'impression de marcher vers mon propre procès. La juge était une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris et des yeux perçants. Elle m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas lire. Vous êtes Camille Leroux. Oui, votre honneur. Honneur. Vous êtes l'ancienne belle-mère. Ancienne. Ce mot est tombé lourdement. J'étais engagée dans un rôle parental pendant 6 ans. Oui. Et vous n'avez actuellement aucun lien juridique avec l'enfant. Non, votre honneur. Elle m'a étudié un instant. Maître Martin prétend que votre implication a causé une confusion émotionnelle chez l'enfant et sapé les tentatives de sa cliente de reconstruire sa relation avec son fils. Que dites-vous à cela? J'ai choisi mes mots avec soin. Je dis qu'aimer un enfant ne sape personne. J'étais présente quand personne n'avait besoin de quelqu'un. Je n'ai pas effacé sa mère. Je ne l'ai juste pas laissée se sentir abandonnée pendant qu'elle réglait ses problèmes. L'avocate d'Élodie est intervenue. Votre honneur, c'est exactement le problème. Mademoiselle Leroux s'est positionnée comme une mère de remplacement plutôt que de soutenir le parent biologique. J'ai soutenu Léo, l'ai-je interrompu. C'était mon travail, pas de gérer des égos d'adultes, mais de m'assurer qu'un enfant se sente en sécurité et aimé. La juge a levé la main. J'en ai assez entendu de la part des adultes. Elle a regardé vers la porte. Faites entrer l'enfant. Ma poitrine s'est serrée. Léo est entré lentement, les yeux écarquillés. Il a vu Julien d'abord, puis Élodie, puis moi. Quand nos yeux se sont rencontrés, il avait l'air si effrayé. La voix de la juge s'est adoucie immédiatement. « Bonjour Léo, je suis la juge Mercier. Tu n'as pas d'ennui, d'accord? Je veux juste te poser quelques questions. » Il a hoché la tête. « Sais-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? » Un autre hochement de tête. Quelque chose à propos de là où j'habite. « C'est exact. Ta maman, Élodie, aimerait que tu passes plus de temps avec elle. Comment te sens-tu par rapport à ça? » Léo a jeté un coup d'œil à Élodie. Elle lui souriait, ce sourire brillant, désespéré. « Je ne sais pas, a-t-il dit doucement. C'est bon. Laisse-moi te demander autre chose, quand tu as peur ou que tu es triste. À qui veux-tu parler d'habitude? » Les yeux de Léo m'ont trouvé à nouveau. « Camille. » Élodie a émis un petit son. Son avocate lui a touché le bras. « Et pourquoi Camille? » a demandé la juge doucement. « Parce qu'elle reste. Elle ne part pas quand les choses sont difficiles. » La salle d'audience est devenue très silencieuse. « Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? » Léo s'est tordu les mains. « Ma maman part souvent et quand elle revient, elle est vraiment contente. Mais ensuite, elle se fâche si les choses ne sont pas comme elle veut. »
Et puis elle repart. Et Camille. Camille était toujours là. Même quand elle a déménagé loin, elle m'appelait toujours chaque semaine. Elle se souvenait toujours de tout sur moi. La juge a pris une note. Léo, personne ne te demande de choisir, mais j'ai besoin de comprendre. Te sens-tu en sécurité avec ta maman? Il a hésité. Cette hésitation disait tout. Parfois. Et avec ton papa? Ouais, mais il est souvent fatigué maintenant. Et avec Camille? Toujours. Sa voix était si certaine. Je me sens toujours en sécurité avec Camille. Élodie s'est levée soudainement. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Elle l'a manipulé. Maître Martin, asseyez-vous. La voix de la juge était calme. Je ne vous laisserai pas accuser un enfant de 9 ans de mentir dans mon tribunal. Élodie s'est rassise, mais elle avait l'air de pouvoir se briser. La juge s'est tournée vers Léo. Une dernière question, mon grand. Si tu pouvais avoir les choses comme tu le voulais, à quoi ça ressemblerait? Léo a réfléchi. Je veux mon papa, et je veux Camille, et je veux que ma maman arrête d'être fâchée tout le temps. Merci, Léo. Tu as été très courageux. Alors qu'il le faisait sortir, Léo s'est retourné vers moi. Je lui ai fait un petit sourire et un signe de tête. Il était tellement plus courageux que n'importe quel adulte dans cette pièce. La juge a relu ses notes pendant ce qui a semblé une éternité. Puis elle a regardé Élodie. « Madame Martin, je n'accorde pas votre demande de garde d'urgence. L'enfant a exprimé des liens émotionnels clairs et une stabilité dans son arrangement actuel. » Cependant, elle a levé la main alors qu'Élodie commençait à protester. « Vous conserverez vos droits de visite actuels. » De plus, Léo continuera la thérapie pour l'aider à naviguer dans ses relations. Elle s'est tournée vers Julien. « Monsieur Walker, vous conserverez la garde principale, mais j'ordonne une thérapie familiale. Vous tous. Vous, Madame Martin, et oui, Mademoiselle Leroux, si elle le veut bien. » Votre honneur, a interjecté l'avocate d'Élodie. Mademoiselle Leroux n'a aucun statut juridique. Mademoiselle Leroux a le statut émotionnel de l'enfant, et dans ce tribunal, ça compte. Elle m'a regardée. « Êtes-vous prête à participer à la thérapie familiale? »« Oui, votre honneur. »« Votre honneur. »« Bien. De plus, j'accorde à Mademoiselle Leroux un contact continu avec Léo, supervisé si Madame Martin le préfère. Mais un contact néanmoins. » Le visage d'Élodie est devenu rouge. « C'est ridicule, elle n'est pas sa mère. »« Non, » a dit la juge calmement, « mais c'est quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui a été constant. Et je ne suis pas là pour couper des liens sains parce que des adultes ne peuvent pas gérer leurs émotions. » Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. Élodie est sortie en trombe avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit. Son avocate a suivi, l'air frustré. Julien s'est tourné vers moi. « Camille. »« Pas ici, » ai-je dit. « Allons chercher Léo et rentrons. » Dehors, Léo attendait avec un éducateur. Quand il nous a vus, il a couru vers moi en premier. Je l'ai attrapé, je l'ai tenu. « Tu as été super, mon grand. »« Est-ce que j'ai dit la mauvaise chose? »« Non. Tu as dit exactement ce que tu devais dire. » Il s'est reculé, me regardant sérieusement. « Camille, je veux t'appeler maman. C'est d'accord? » Mes yeux me brûlaient. « Ouais, mon grand, c'est plus que d'accord. » Julien m'a demandé de rentrer à la maison ce soir-là. Nous étions debout dans mon allée après avoir déposé Léo. Il avait besoin d'une sieste après l'épuisement émotionnel du tribunal. « S'il te plaît, Camille, on peut réparer ça en tant que famille. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, l'homme que j'avais assez aimé pour reconstruire toute ma vie autour de lui. « Non, » ai-je dit doucement, son visage s'est décomposé. « Quoi? Je ne reviens pas dans cette maison. Je ne peux pas vivre quelque part où ma place est toujours conditionnelle. » Ce ne serait pas conditionnel. Si, ça le serait. Parce que rien du problème fondamental n'a changé. Tu évites toujours le conflit. Élodie me voit toujours comme une concurrente, et je n'ai toujours aucune protection légale. J'ai croisé les bras. Je t'aime, Julien. Je t'aimerai probablement toujours. Mais l'amour sans respect n'est pas durable. Alors c'est ça? On a fini? On a fini depuis un moment. On ne voulait juste pas l'admettre. Il est resté là, l'air perdu. Et Léo? Léo et moi, c'est du solide. La juge s'en est assurée. Mais toi et moi, on a besoin de choses différentes maintenant. 2 jours plus tard, nous avons commencé une thérapie de couple. Pas pour sauver le mariage. Maître Vasseur l'avait suggéré comme moyen de démêler les choses proprement.
Notre thérapeute, Dr Morel, était direct d'une manière qui semblait presque brutale. « Vous n'êtes pas ici pour vous réconcilier », a-t-elle dit lors de notre première séance. « Vous êtes ici pour comprendre pourquoi cela a échoué, afin que vous puissiez être coparents efficacement. » Au cours des semaines suivantes, des choses que j'avais évitées ont fait surface. Julien a admis que m'appeler la belle-mère était plus facile que d'affronter Élodie, qu'il avait passé des années à prioriser la paix plutôt que le partenariat, qu'il m'avait laissé porter le poids émotionnel de la famille parce que j'avais seulement été prête à le faire. « J'ai profité de toi », a-t-il dit lors de notre 4e séance. « Je savais que tu sacrifierais n'importe quoi pour Léo, alors je t'ai laissé faire. » Pourquoi? J'ai demandé. Parce que gérer Élodie était dur et tu rendais tout plus facile. Ça faisait mal à entendre, mais c'était honnête. Pendant ce temps, Élodie a violé les directives du tribunal presque immédiatement. Elle s'est présentée à l'école de Léo à l'improviste et essayant de l'emmener déjeuner sans voir ça avec Julien. Elle l'appelait tard le soir en pleurant, demandant pourquoi il ne l'aimait plus. Chaque incident a été documenté. Chacun rendait son dossier plus faible. La thérapie de Léo l'a aidé énormément. Sa psy, Dr Kim, était douce mais directe. Elle l'a aidé à comprendre que les adultes faisaient parfois des erreurs qui n'avaient rien à voir avec lui. Que l'amour ne lui demandait pas de réparer des gens brisés. Ses cauchemars se sont estompés. Ses notes se sont stabilisées. Il a recommencé à rire. Le vrai rire, pas le forcé. Mais le plus grand changement a été quand je l'ai récupéré de l'école un mercredi. Il est monté dans ma voiture et a dit « Maman, on peut aller manger une glace? Maman? » Pas d'hésitation, pas de peur. « Ouais, mon grand, on peut aller manger une glace. » Julien et moi avons demandé le divorce en novembre. Il n'y a pas eu de drame au tribunal, pas de bagarre pour les biens. Nous avons divisé les choses respectueusement. Honnêtement, la plupart semblaient hors de propos. Ce qui comptait, c'était l'emploi du temps de Léo. Nous avons convenu qu'il vivrait principalement avec Julien, mais passerait 3 nuits par semaine avec moi, plus un week-end sur 2, plus que ce que la plupart des belles-mères obtenaient après un divorce. Plus que ce que j'avais jamais cru possible. La garde d'Élodie a été réduite après une autre explosion émotionnelle lors d'une récupération. Elle avait crié sur Julien devant Léo, m'avait accusé de voler son fils et avait dit à Léo qu'il la trahissait en m'aimant. Léo avait pleuré tout le trajet jusqu'à chez moi ce soir-là. 2 semaines plus tard, Élodie a quitté la ville à nouveau. Cette fois, elle a envoyé un bref email disant qu'elle avait besoin d'espace pour guérir et qu'elle serait en contact quand elle serait prête. Personne n'a été surpris. Léo m'a demandé une fois si elle reviendrait. Je ne sais pas, mon grand. Peut-être, mais si elle le fait, ce sera parce qu'elle a compris comment aller bien, pas à cause de quoi que ce soit que tu as fait ou pas fait. D'accord? Il est retourné à ses devoirs. C'était aussi simple que ça pour lui. Les adultes étaient compliqués. Mais l'amour n'avait pas à l'être. Un soir de décembre, Julien est passé récupérer Léo. Nous étions debout sur mon porche, le souffle visible dans l'air froid. « Je ne me suis jamais excusé correctement », a-t-il dit. « Tu t'es excusé plein de fois. Pas pour les bonnes choses. » Il m'a regardé. « Je suis désolée de t'avoir fait sentir que tu devais gagner ta place dans cette famille chaque jour. Je suis désolée de t'avoir laissé aimer Léo complètement, mais de ne jamais t'avoir laissé appartenir complètement. Et je suis désolée qu'il ait fallu te perdre pour comprendre la différence. » J'ai hoché la tête lentement. « Merci. Tu penses que tu me pardonneras un jour? Je pense que je l'ai déjà fait, mais pardonner ne veut pas dire oublier ou revenir en arrière. » Il a souri tristement. « Ouais, j'apprends ça. » Après qu'il fut parti avec Léo, je suis restée sur mon porche à regarder la neige commencer à tomber. Ma maison de ville était chaude derrière moi, petite mais à moi. J'ai pensé à retourner à l'étranger. Mon entreprise me reprendrait en un battement de cœur, mais je ne fuyais plus. Un samedi après-midi, Léo et moi construisions un set Lego sur le sol de mon salon. Il était très concentré, la langue entre les dents, comme il le faisait quand il était focus. « Maman » a-t-il dit sans lever les yeux. « Ouais? Est-ce que les familles peuvent quand changer et être quand même réelles? » J'ai arrêté une pièce de Lego dans ma main. « Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? » Il m'a enfin regardé. « On n'est plus tous dans la même maison. Et Élodie n'est pas vraiment là. Et toi et papa n'êtes pas mariés, mais ça ressemble toujours à une famille. Est-ce que c'est normal? »
J'ai posé la pièce de Lego et je l'ai tirée contre moi. C'est plus que normal. C'est exactement ce qu'une famille devrait être. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille, ce n'est pas qui vit où ou qui est marié à qui. C'est qu'il est présent, qui reste, qui t'aime même quand c'était compliqué. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Et selon cette définition, mon grand, on est absolument une famille. Il m'a serré fort. Bien, parce que je ne veux pas que ça change. Ça ne changera pas. Cette partie ne changera pas. Et je le pensais. Le printemps est arrivé doucement, comme il le fait après un hiver difficile. Mon érable devant la fenêtre de la cuisine a bourgeonné et les enfants du quartier ont recommencé à jouer dehors. La vie s'est normalisée d'une manière qu'elle n'avait pas faite avant. Pas le calme forcé de faire semblant que tout allait bien, mais le vrai genre qui vient après avoir survécu à quelque chose de difficile. J'ai renouvelé mon contrat international, mais selon mes conditions. Je travaillerai à distance la majeure partie de l'année avec 1 mois à l'étranger par trimestre. Mon entreprise a accepté. Ils avaient appris que j'étais assez précieuse pour qu'on s'adapte. Julien et moi avons finalisé le divorce en mars. Nous nous sommes rencontrés au bureau d'un avocat, avons signé des papiers, serré des mains. Ça aurait dû être triste, mais surtout, ça ressemblait à une clôture. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé sur le parking. « Ouais, tu y arrives ?» Il a souri. « Léo a demandé si tu viendrais à son match de foot samedi. Je serai là. » Nous étions devenus quelque chose d'inattendu, de vrais coparents. Pas parce que nous étions ensemble, mais parce que nous aimions tous les deux le même enfant. L'arrangement de garde de Léo s'est installé dans un rythme qui fonctionnait. Il vivait avec Julien, mais passait du dimanche au mardi soir avec moi. Plus longtemps pendant l'été, les vacances étaient peintes et partagées équitablement sans drame. Et lentement, impossiblement, ça a commencé à sembler normal. L'ordonnance du juge pour la thérapie familiale a continué pendant 6 mois. Élodie y a assisté exactement 2 fois, arrivant en retard et partant tôt les 2 fois. Finalement, Dr Morel a recommandé de mettre fin à sa participation obligatoire. « Elle n'est pas prête », a dit le Dr Morel, et forcer quelqu'un à guérir avant qu'il ne le veuille ne crée que du ressentiment. Léo a arrêté de demander quand sa mère biologique reviendrait. Il lui a envoyé une carte d'anniversaire en avril, un geste gentil que Julien et moi avons soutenu. Elle n'a pas répondu. Ça l'a blessé. Je pouvais le voir à la façon dont il est devenu silencieux ce soir-là, mais il apprenait quelque chose d'important. Les choix des autres n'étaient pas sa responsabilité. En mai, Julien m'a demandé quelque chose d'inattendu. Nous étions au concert de l'école de Léo, un de ces événements atroces, mais adorables, où des CM1 jouent mal de la flûte à bec. Après, debout sur le parking pendant que Léo courait avec ses amis, Julien a dit « Je pensais à quelque chose. »« Ouais? Si tu voulais, si tu pensais que c'était juste, je te soutiendrais pour adopter Léo légalement. » Je l'ai fixé. « Quoi? Il t'appelle maman. Tu fonctionnes comme sa mère. » La seule chose qui manque, c'est la partie légale. Julien avait l'air mal à l'aise, mais déterminé. Je sais que c'est compliqué, et je sais qu'il nous faudrait le consentement de Léo, mais si c'est quelque chose que tu voulais, je ne m'y opposerai pas. Je n'ai pas pu parler un instant. C'est énorme, Julien. Je sais que tu n'as pas à répondre maintenant. Pense-y juste. J'y ai pensé pendant des semaines. J'ai parlé au Dr May par appel vidéo. J'ai consulté un avocat de la famille. J'ai examiné mes propres motivations avec soin, m'assurant que je n'essayais pas de revendiquer quelque chose par insécurité ou par dépit. Mais à la fin, ça se résumait à une chose. Est-ce que formaliser ma relation avec Léo servait à lui ou juste à moi? J'ai décidé de demander à Léo d'abord. Un soir de juin, nous étions assis sur mon porche arrière à manger des glaces à l'eau et à regarder les lucioles sortir. « Mon grand, je peux te poser une question sérieuse? » « Bien sûr. » Il était concentré à attraper les gouttes avant qu'elles ne touchent sa chemise. « Comment te sentirais-tu si je t'adoptais légalement? Je veux dire, ça ne changerait rien à notre relation actuelle. Tu vivrais toujours avec ton papa, tu aurais toujours le même emploi du temps, mais sur le papier, je serais officiellement ta maman. » Il s'est arrêté au milieu d'un coup de langue. Genre, pour de vrai? Pour de vrai. Pour de vrai. Il y a réfléchi, sérieux de cette façon qu'ont les enfants de 9 ans quand ils considèrent vraiment quelque chose d'important. Et que je savais ce que mon nom de famille changerait. Seulement si tu le voulais. Et Élodie serait toujours ma maman aussi. Biologiquement, oui, toujours.
Ça ne l'effacerait pas. Mais tu serais ma maman devant la loi. Oui, il a souri. Ce serait génial. J'ai ri, surprise par la simplicité de la chose pour lui. Ouais, parce qu'alors tout le monde le saurait. Pas juste moi et toi et papa, tout le monde. Nous avons commencé les papiers en juillet. C'était plus compliqué que je ne le pensais. Le consentement d'Élodie était requis et la retrouver a pris des semaines. Finalement, son avocate l'a jointe. Elle a refusé au début. Puis l'avocat de Julien a expliqué que le juge pouvait passer outre son objection sur la base de l'abandon. Elle a signé. J'ai essayé de ne pas me sentir triomphante à ce sujet. Ce n'était pas une victoire. C'était juste triste. L'audience de finalisation a eu lieu en septembre. Rien à voir avec la bataille pour la garde. Juste une formalité dans une petite salle d'audience avec Julien, Léo et moi. Le juge, un différent cette fois. Un homme plus âgé aux yeux gentils a souri à Léo. « Jeune homme, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui? Camille m'adopte. Et tu es heureux de ça? Super heureux. » Le juge a gloussé. « Alors, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. » Il a signé les papiers. « Félicitations. Vous êtes officiellement une famille. » Léo m'a serré si fort que j'ai failli tomber. Dehors, Julien a pris notre photo. Moi et Léo tenant les papiers signés, tous les deux souriant comme des idiots. « Ça va sur le frigo », ai-je dit. Carrément. Que ce soir-là, après que Julien eut récupéré Léo, je me suis assise dans ma maison de ville silencieuse avec un verre de vin et les papiers d'adoption sur ma table basse. J'ai pensé à tout ce qui avait mené ici. Les années à me sentir invisible, le moment où j'étais partie, l'appel de 3 heures du matin, le tribunal, le travail lent et douloureux de reconstruire des limites et la confiance. Rien de tout cela n'avait été facile, mais tout cela avait été nécessaire. Mon téléphone a vibré. Un texto de Léo envoyé depuis le portable de Julien. « Bonne nuit, maman. Je t'aime. » J'ai souri et tapé en retour. « Je t'aime aussi, mon grand. Dors bien. » En octobre, mon entreprise m'a offert une autre promotion, un rôle plus important, plus de responsabilités, plus de voyages. J'ai accepté, mais négocié des conditions qui gardaient mes racines ici. Le succès ne nécessitait plus de sacrifier les gens que j'aimais. J'avais appris ça à la dure. Julien a commencé à voir quelqu'un en novembre. Il me l'a dit autour d'un café, nerveux de ma réaction. « Je suis heureuse pour toi », ai-je dit honnêtement. « Vraiment? Vraiment? Tu mérites quelqu'un qui est bon pour toi. Je ne l'étais pas. Tu étais bonne pour Léo, et c'est suffisant. » C'était vrai. Nous nous étions aimés une fois, mais nous avions eu tort ensemble. Ça ne rendait pas l'amour faux, juste incomplet. Élodie a envoyé un message en décembre. Bref, amer, non résolu. J'espère que tu es heureuse. Tu as eu tout ce que tu voulais. Je l'ai fixé longtemps, décidant si je devais répondre. À la fin, je ne l'ai pas fait parce qu'elle avait tort. Je n'avais pas eu tout ce que je voulais. J'avais eu quelque chose de mieux, quelque chose de réel, construit sur l'honnêteté au lieu du désespoir. J'avais eu un enfant qui m'avait choisi en retour. Le matin de Noël, Léo s'est réveillé chez moi. Nous avons fait des crêpes ensemble, ouvert les cadeaux et appelé Julien en vidéo pour que Léo puisse tout lui montrer. Plus tard, nous sommes allés chez Julien pour le déjeuner. Sa nouvelle petite amie, Sarah, était là. Gentille, drôle, bonne avec Léo. Nous avons tous mangé ensemble, riant et racontant des histoires. Ça aurait dû être bizarre. Parents divorcés et nouveaux partenaires, naviguant les fêtes. Mais ce n'était pas le cas. C'était juste la famille. Compliquée, imparfaite, la famille choisie. Ce soir-là, après être rentré à la maison et alors que Léo jouait avec son nouveau set Lego, il m'a regardé. « Maman? »« Ouais, mon grand. Je suis content que tu sois revenu. » Je me suis agenouillée à côté de lui. Moi aussi, même si c'était dur, surtout parce que c'était dur. J'ai repoussé ses cheveux en arrière. Les meilleures choses, je sais, le sont généralement. Il est retourné à ses Legos, satisfait. Je suis restée à ma fenêtre de cuisine, regardant l'érable. La neige recommençait à tomber, douce et silencieuse. J'ai pensé à la Camille qui était partie pour Amsterdam, le cœur brisé, invisible, convaincue qu'elle avait tout perdu. Elle avait eu tort. Elle n'avait pas perdu une famille. Elle avait perdu un rôle qui ne l'honorait jamais. Et en faisant cela,
Elle avait trouvé quelque chose de plus précieux. Une famille construite sur la vérité au lieu de l'obligation, sur le choix au lieu de la biologie, sur le fait d'être présent au lieu d'être juste là. Le rire de Léo a résonné depuis le salon. J'ai souri. C'était à ça que ressemblait l'amour quand il était réel. Pas parfait, pas facile, pas garanti, juste solide, choisi, vrai, et c'était plus que suffisant. Si l'amour ne se mesure pas à la biologie, alors qu'est-ce que c'est qui le rend réel? Et êtes-vous assez courageux pour vous battre pour une famille qui ne vous reconnaît pas sur le papier? Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette histoire vous a fait réfléchir à 2 fois sur ce que signifie vraiment la famille.